Bonjour, je suis Dr Laurent Sabat, cardiologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la première conf de D4, 5 dossiers longs, comme on peut les voir à l'ENC. On va aborder différents items, en particulier le malade polyvasculaire. On va voir l'artérie des membres inférieurs, les anévrismes de l'aorte abdo, les syndromes coronariens aigus. On va également parler d'hypertension artérielle sur sténose artérielle rénale et on aura également un dossier d'insuffisance cardiaque. Premier dossier. Un homme de 76 ans, hypertendu, fumeur, vous consulte pour des douleurs au niveau d'un mollet. Ces douleurs surviennent à l'effort et cèdent systématiquement au repos. Alors qu'il pouvait sans problème marcher des heures, il est actuellement limité par une crampe au mollet droit au bout de 200 mètres. L'examen clinique montre la diminution franche du pouls poplité droit, ainsi que la présence d'une masse épigastrique expansive et pulsatile. Première question, quel est votre diagnostic clinique ? Donc chez ce patient porteur de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, son âge, son tabagisme, etc., la présence de douleurs à l'effort cédant au repos au niveau d'un membre traduit donc une claudication intermittente. Il s'agit donc d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur droit, par atteinte athéromateuse, compte tenu des facteurs de risque cardiovasculaire. La localisation, c'est l'artère fémorale droite, puisqu'on a une diminution du pouls au niveau de la poplité droite. Cliniquement, il s'agit d'une claudication intermittente de stade 2 de Lericher-Fontaine. Le stade 1 correspond à l'absence de symptômes et à la diminution d'un pouls à l'examen. Le stade 2 a une claudication intermittente, plus ou moins importante. Le stade 3 a des douleurs qui surviennent de façon instable au repos. Le stade 4 a des signes d'ischémie. On trouve à l'examen une masse battante épigastrique qui correspond probablement à un anévrisme de l'aorte abdominale, qu'il est fréquent de retrouver chez ces patients. Lorsqu'il y a une atteinte distale dans le cadre d'une artériopathie, elle est souvent associée à un anévrisme de l'aorte abdominale. Question numéro 2. Quel bilan paraclinique prescrivez-vous initialement? Devant un patient porteur de facteurs de risque, il faut toujours commencer par le bilan biologique des facteurs de risque cardiovasculaires, à savoir faire le bilan des facteurs de risque connus et rechercher les facteurs de risque non connus. Donc on commence par un bilan biologique pour les facteurs de risque. Le bilan lipidique primordial, on dose les lipides à jeun, il faut être à jeun depuis au moins 12 heures. On calcule le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, le HDL cholestérol ou bon cholestérol, et également les triglycérides, même si elles ne sont pas trop athérogènes, mais plutôt thrombogènes. À la recherche d'un diabète, glycémie à jeun, depuis au moins 12 heures, et si le patient est diabétique, on peut s'aider d'une hémoglobine glycosylée pour voir un petit peu l'ancienneté et l'équilibre de ce diabète. On doit systématiquement faire un bilan de la fonction rénale, ionogramme sanguin, urée, créatinine sanguine. On dose également le taux d'uricémie, qui pour certains est un facteur de risque cardiovasculaire. Numération de formule sanguine et plaquettes pour rechercher une anémie qui pourrait aggraver les symptômes par exemple. Et enfin, un facteur pronostic, comme dans toute maladie vasculaire, qu'il faudra également doser dans les syndromes coronariens aigus par exemple, la CRP. Je n'ai pas mis dans cette grille de correction les deux autres facteurs pronostiques ou diagnostiques classiques en cardiologie, le dosage du BNP qui ici n'aura pas d'intérêt et le dosage de la troponine non plus. Par contre, pour tout autre dossier de malade vasculaire présentant par ailleurs des douleurs thoraciques, il faudra y penser. Le reste du bilan non biologique, le bilan d'imagerie. Il va falloir authentifier la sténose. Le premier examen à réaliser est le Doppler artériel des membres inférieurs. Il faut bien préciser bilatéral et comparatif. On a tendance à l'oublier. Un autre critère diagnostique clinique bien établi actuellement, c'est la mesure de l'index de pression systolique. Il se mesure en prenant la pression artérielle au niveau brachial et au niveau de la cheville de façon homolatérale. Lorsque le rapport est inférieur à 0,9, ça signe un retentissement, un rétrécissement a priori serré sur l'artère qui vascularise le membre inférieur. Le test à la marche, simplement pour essayer de reproduire la claudication, voir si elle est vraiment à 200 mètres ou si elle est un peu plus précoce, voir s'il y a des signes bilatéraux, etc. Enfin, seulement en cas d'anomalie au Doppler, il faudra un examen de confirmation qui pourra être pré-thérapeutique. Actuellement, on favorise en première intention l'angio-TDM ou l'angio-IRM qui donne une excellente vision de l'arbre artériel des membres inférieurs. L'angio-IRM est favorable chez les patients ayant une insuffisance rénale, sinon l'angio-TDM fait aussi bien l'affaire. Par contre, en aucun cas ces examens ne peuvent précéder une revascularisation. Il y aura toujours besoin d'une angiographie des membres inférieurs seulement à visée pré-thérapeutique. Actuellement, on garde donc cet examen seulement en cas de traitement décidé, et pour avoir décidé le traitement, il faut donc le Doppler plus l'angio-IRM ou l'angio-TDM. Troisième question. Quel bilan d'imagerie va vous permettre d'évaluer complètement l'état vasculaire de ce patient? C'est une question très importante, une des questions du programme de l'internat est l'évaluation du malade polyvasculaire. On va voir maintenant comment réaliser. Il faut donc rechercher toutes les localisations de l'athérosclérose chez ce patient.
On va commencer par les localisations oculaires. Donc ça c'est un grand classique, on a tendance à oublier, surtout chez les patients hypertendus, ils pensaient systématiquement le fond d'œil pour rechercher une rétinopathie hypertensive ou une atteinte de l'athérosclérose. On va rechercher un retentissement cérébral de cette athérosclérose, donc il faut rechercher des sténoses au niveau des carotides et rechercher un retentissement cérébral. Donc on commence toujours par un Doppler des troncs supraortiques, également bilatéral. En cas d'anomalie au Doppler, on va conforter notre impression avec un autre examen qui sera une angio-scanner des troncs supraortiques, voire un scanner cérébral. Si le patient est symptomatique au niveau neurologique, il aura de toute façon son scanner cérébral d'emblée. La localisation cardiaque de l'athérosclérose, ça c'est primordial, et il faudra probablement s'occuper d'un problème cardiaque s'il est sévère avant la revascularisation du membre du patient. On commence systématiquement par un électrocardiogramme de repos, on va rechercher en particulier des anomalies de la repolarisation, de l'HVG dans le cas d'une hypertension artérielle. Il faut une échographie cardiaque transthoracique systématique pour rechercher des signes de dysfonction VG systolique dans le cas d'une cardiopathie ischémique, des troubles de la cinétique segmentaire par exemple, une HVG dans le cadre d'une hypertension artérielle, etc., etc. Il faut mettre le patient en condition d'ischémie pour dépister une maladie des artères coronaires. Donc le test d'ischémie, il dépend un petit peu de l'état du patient. Si malgré sa claudication, le patient peut pédaler, ce sera un test d'effort simple. Sinon, ce sera probablement un thallium d'effort avec l'injection d'un produit qui va provoquer un vol coronaire à la persentine. On peut réaliser, c'est ce qui se fait d'habitude, un test à la dobutamine compte tenu de la claudication. Il peut s'agir d'une écho-dobutamine, si le patient est suffisamment échogène, voire d'une IRM dobutamine, qu'on peut maintenant facilement avoir. Les contre-indications sur les patients porteurs de matériel métallique intraoculaire, intracérébraux ou d'un pacemaker. Il n'y a pas de problème, par exemple, pour faire une IRM cardiaque en cas de prothèse mécanique de dernière génération, par exemple des prothèses à double ailette. S'il n'y a pas de cardiopathie ischémique, le patient pourra être opéré sans risque. Par contre, en cas d'anomalie sur ce test d'ischémie, il faudra réaliser une coronarographie diagnostique, voire traiter le patient de lésions coronaires sévères avant de traiter son atteinte des membres inférieurs. Au niveau rénal, le retentissement, toujours le Doppler, cette fois-ci des artères rénales, pour rechercher une autre localisation de l'athérosclérose. On en profitera pour faire une échographie rénale, compte tenu de l'hypertension, pour voir s'il y a déjà un retentissement. Enfin, l'anévrisme de l'aorte abdominale qu'on suspecte à l'examen doit être confirmé. Donc pour cela, on commence toujours par une échographie Doppler de l'aorte abdominale. On va voir dans la suite du dossier quels autres examens peuvent permettre de visualiser et de quantifier l'anévrisme de l'aorte abdominale. Il faudra également un Doppler des membres inférieurs, on l'a vu à la question précédente, on ne le répète pas ici. Question suivante, quel sera votre traitement médicamenteux en cas de confirmation de l'atteinte vasculaire initiale? On parle bien ici de traitement médicamenteux, donc on va voir les dernières recommandations pour la prise en charge d'un patient athéromateux, surtout en cas de claudication intermittente. Dans un premier temps, toujours prendre en charge de façon la plus rigoureuse possible les facteurs de risque cardiovasculaire. Si le patient est fumeur, sevrage tabagique. Pour une question de sevrage tabagique à l'internat, ce n'est pas exactement le cas ici, mais si on vous le demande, n'oubliez pas la prise en charge psychologique, les substituts nicotiniques, éventuellement certains médicaments. Les substituts nicotiniques, les patchs, les gommes, voire maintenant les sprays, peuvent être prescrits chez les patients, même en cas de syndrome coronarien aigu, dès leur admission, pour favoriser l'accélération du sevrage tabagique. Les autres facteurs de risque, si on a mis en évidence un diabète, il faudra le prendre en charge, un surpoids, diminution du BMI, etc., etc. Les recommandations systématiques, même en l'absence de dyslipidémie, mise sous statine. Tous les patients ayant une atteinte athéromateuse, quelle qu'elle soit, carotidienne, coronarienne, membre inférieur, aorte abdominale, doivent être mis sous statine, quel que soit leur niveau de LDL cholestérol. L'objectif est un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre. Pour les coronariens, après un infarctus, un ST+, dans certains pays, on essaie de baisser le LDL cholestérol même à moins de 0,8-0,7 g par litre. Mise sous IEC. Systématique, de grands essais de morbimortalité ont montré un bénéfice, surtout en termes de morbimortalité, des IEC chez les patients vasculaires, même en cas d'atteinte isolée des membres inférieurs. Comme pour les statines, je vous recommande pour l'internat de ne mettre ni molécule ni dose, vous risquez de vous tromper et c'est pas ça qui vaudra des points, c'est avoir mis le nom de la classe médicamenteuse. En cas d'intolérance aux IEC, on peut se rabattre sur un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Actuellement, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 vient d'avoir la même dans cette indication-là, chez le patient vasculaire, en prévention des événements. Mais je vous recommande encore pour l'internat et pour plusieurs années de mettre l'IEC en première intention. Les antiagrégants systématiques, normalement un seul suffit.
Après une revascularisation, s'il y a un stent, il faudra en mettre 2 comme d'habitude. On peut utiliser l'aspirine, on peut aussi utiliser le clopidogrel, Plavix, de façon peut-être un peu plus fréquente dans les atteintes périphériques que dans les atteintes cardiaques. Les autres médicaments qui peuvent se discuter sont les vasodilatateurs artériels. Là, il n'y a pas vraiment de grands essais thérapeutiques montrant un bénéfice. Je les cite, si vous les oubliez, je pense que ce ne sera pas dramatique. Autres médicaments, chez les malades hypertendues ayant un anévrisme de l'aorte abdominale, pour stabiliser la taille de l'anévrisme, diminuer en fait l'accentuation de la taille de l'anévrisme, on utilise en général un bêta-bloquant. La seule restriction chez ce patient, en cas de claudication sévère, en cas d'ischémie sévère, on ne pourra pas utiliser de bêta-bloquant. Il faudra alors se rabattre sur un inhibiteur calcique bradycardisant. S'il n'y a pas de signe d'ischémie franche ou sévère, on pourra par contre utiliser un bêta-bloquant. Enfin, ça ne fait pas partie des médicaments, mais il faut quand même le signaler, la rééducation à la marche. Il faut préconiser chez les patients ayant une atteinte des membres inférieurs une activité physique régulière de marche modérée, si possible quotidienne. Ça va permettre de développer une circulation collatérale, ce qui va diminuer les signes d'ischémie et parfois même suffire pour traiter les patients. Question suivante. Que proposer en cas de sténose serrée au Doppler, courte et isolée, en plus de ce traitement médicamenteux? Donc là, on insiste bien sur la nécessité, quel que soit le geste de revascularisation, de garder tous ces médicaments. On va donc lui proposer une revascularisation. Comme la sténose est courte, serrée et a priori accessible, le traitement de référence sera une revascularisation par angioplastie, comme on dilaterait une artère coronaire, donc également avec la mise en place d'un stent, uniquement de la lésion responsable de la claudication. Lorsque la sténose est visualisée au Doppler, il faut, comme on l'a vu tout à l'heure, la confirmer par un angio-TDM ou une angio-IRM. Une fois que la sténose est complètement confirmée, on va, si on décide de faire un traitement par angioplastie, proposer au patient une artériographie des membres inférieurs et dilater dans un même temps. En cas de traitement chirurgical, ça veut dire si l'angioplastie est impossible, c'est plutôt des lésions plus longues, des lésions plus distales ou inaccessibles à une revascularisation par angioplastie. Là par contre, il n'y aura pas forcément besoin d'une artériographie. Ensuite, ne pas oublier la prise en charge de l'anévrisme de l'aorte abdominale, qui se fera soit dans le même temps, soit dans un deuxième temps. On va voir dans la suite du dossier comment procéder. Question suivante, la question 6. Quels examens permettent l'exploration de la masse battante épigastrique? Donc il s'agit a priori d'un anévrisme de l'aorte abdominale. On va voir quels examens prescrire. Évidemment, ici je vais citer tous les examens qui peuvent être utiles, même s'il ne va pas falloir tous les réaliser. Toujours commencer pour l'internat par la bonne vieille radiothorax ou le bon vieil abdomen sans préparation, même s'il va nous donner très peu de renseignements. Ici, on va visualiser la dilatation et la calcification de l'aorte abdominale en voyant justement des opacités qui correspondent aux calcifications. Ensuite, les examens pour faire le diagnostic. On commence toujours par un Doppler ou une échographie avec Doppler de l'aorte abdominale. On va localiser l'anévrisme, préciser son importance et voir son début et sa fin, ses collègues. Des examens donnant de meilleurs résultats, mais qui sont moins systématiques pour le suivi des patients, l'angiographie, l'angio-TDM ou l'angio-IRM de l'aorte abdominale. Comme pour tout à l'heure, l'angio-TDM plutôt pour les patients n'ayant pas d'insuffisance rénale et l'angio-IRM pour les patients n'ayant pas de contre-indication à l'IRM et ayant par contre une insuffisance rénale. On peut visualiser beaucoup plus précisément que par l'échographie qui est opérateur dépendant l'anévrisme de l'aorte abdominale, sa taille, son collet, l'atteinte des iliaques, etc., etc., ce qui va permettre de décider du meilleur traitement de l'anévrisme. À visée préopératoire, dans certains cas, surtout en cas de décision de mise en place d'une prothèse chez les malades non opérables, l'artériographie pourra être réalisée. L'angio-IRM, on vient d'en parler, donc au même niveau que l'angio-TDM, à préférer si le patient a une insuffisance rénale. Quelles sont les indications chirurgicales des anévrismes de l'aorte abdominale? Il y a plusieurs types d'indications. Les indications urgentes et les indications posées, programmées. On commence par les indications urgentes, donc les plus importantes. Tout anévrisme de l'aorte abdominale symptomatique doit être traité en urgence, a priori, par une chirurgie de mise à plat greffe. On va voir dans une question ultérieure les différentes complications qu'il va falloir dépister et traiter. Je vous ai mis ici les principales, la rupture ou la fissure d'anévrisme, qui sont de toute façon une urgence chirurgicale. Par contre, il y a d'autres indications de traitement sans urgence, qui sont des indications relatives à la taille de l'anévrisme. Tout anévrisme de l'aorte abdo dépassant 50 mm actuellement est un anévrisme chirurgical. Dès qu'on découvre un anévrisme chez un patient porteur de facteurs de risque, il va falloir le suivre par un examen répété qui doit être le même tous les ans ou tous les 6 mois en fonction de l'évolution. Dès que la taille de l'anévrisme dépasse 50, le patient devient chirurgical.
L'autre indication en fonction de la taille, c'est lorsque l'anévrisme grossit de façon anormale. Donc on garde comme taille anormale de progression une augmentation de la taille de plus de 1 cm sur 2 examens séparés de 1 an, le même examen, si possible par le même opérateur, ou de 6 mm sur 2 examens séparés de 6 mois. Question numéro 8. Quelles sont les complications des anévrismes de l'aorte abdominale à redouter et qui feront donc a priori l'objet d'une revascularisation? Les complications sont nombreuses, elles sont toutes a priori des urgences ou des semi-urgences chirurgicales. Première complication à citer systématiquement, la pré-rupture et au pire, la rupture. La pré-rupture, un tableau clinique de douleur abdominale intense à type de coup de poignard dans un contexte inflammatoire, ce qui favorise la fragilisation de la paroi vasculaire. Chez un patient ayant des facteurs de risque d'athérosclérose, un patient étant connu suivi pour un anévrisme de l'aorte abdo, ou un patient ayant une maladie du tissu élastique par exemple, ce qui est plus rare. D'autres types d'atteintes, en dehors de la pré-rupture du syndrome fissuraire qui est la plus classique, la rupture elle-même. La rupture peut se faire dans le rétropéritonal, dans le péritoine, elle peut également se faire dans la veine cave inférieure, mais également, ce qui n'apparaît pas sur cette diapo, dans le tube digestif, dans le duodénum. La rupture dans la veine cave inférieure va donner des fistules artério-veineuses, des signes d'insuffisance cardiaque à débit élevé, donc ça peut se fermer et il faudra préopérer l'anévrisme. La rupture dans le duodénum donnera un tableau clinique d'hémorragie digestive haute. Tous les anévrismes de l'aorte abdo se thrombosent, et donc à chaque fois qu'il y a un thrombus dans une artère ou dans le cœur, il y a un risque d'embolie distale périphérique artérielle. Les compressions, seulement en cas d'anévrisme très important, donc par exemple négligé ou méconnu jusque-là. Classiquement, on parle de compression également du duodénum, qui peut donner des tableaux de sténose du pylore, des vomissements. Compression de l'urtère gauche, des tableaux rarissimes d'hydronéphrose, d'augmentation de la taille du rein gauche avec insuffisance rénale secondaire. Et enfin, décompression des racines nerveuses avec des tableaux de radiculalgie. Ces tableaux sont très rares. En général, les patients sont opérés en cas de syndrome fissuraire ou en cas d'augmentation de la taille de l'anévrisme, comme on l'a vu dans la diapo précédente. On revient sur quelques diapos maintenant sur les patients polyathéromateux et sur les anévrismes de l'aorte, ainsi que sur l'atteinte des membres inférieurs. Donc cette diapo, simplement pour vous rappeler les facteurs de risque cardiovasculaire à dépister, à prendre en charge. Donc, le tabagisme, l'augmentation du cholestérol, en particulier l'élévation du LDL cholestérol et la diminution du HDL cholestérol, l'hypertension artérielle, des chiffres supérieurs à 14,9 de pression artérielle chez un patient non diabétique, non insuffisant rénal, l'obésité et la sédentarité, augmentation du BMI, et enfin le diabète, caractérisé ici par les petits carreaux de sucre. Donc initialement, localisation de plaques d'athérome dans la paroi de l'artère. Ces plaques d'athérome vont grossir petit à petit en l'absence de prise en charge, donc donner des symptômes à l'effort puis des symptômes au repos lorsque les plaques se fissurent. La fissuration de plaques s'accompagne d'une agrégation plaquettaire qui va pouvoir obstruer complètement l'artère. Donc là, ce sera pour les membres inférieurs l'ischémie du membre, pour une artère coronaire, un infarctus du myocarde, et pour une artère cérébrale, un accident vasculaire cérébral ischémique. Ici, on a une coupe anatomique d'une artère. Ici, il s'agit d'une artère de Lapin. Donc on voit ici la paroi de l'artère avec la plaque d'athérome qui va obstruer petit à petit. Ici, il ne reste qu'une toute petite lumière pour permettre au sang de passer. Donc au repos, ça pourra suffire, mais à l'effort, ça va provoquer des symptômes, une adaptation au niveau des membres inférieurs, une claudication intermittente. Ici, l'artère est complètement occluse. L'examen de dépistage des sténoses au niveau des membres inférieurs est le Doppler, donc c'est un examen qui est opérateur dépendant non invasif. Ici on voit une sonde Doppler à type de crayon pour analyser les flux, et en imagerie on voit par exemple ici au niveau d'une bifurcation l'occlusion d'une branche artérielle. Pour préciser les lésions et à visée préthérapeutique, on peut utiliser une artériographie. Par exemple ici une sténose iliaque bilatérale, prédominant à droite, comme on peut le voir là. Lors d'une artériographie, la sténose avait été vue au Doppler, confirmée par exemple pour l'angio IRM, et accessible à une revascularisation. On voit ici le guide d'angioplastie dans l'artère, et ici un énorme stent qui a été déployé. Voilà par exemple des images d'imagerie en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale, qui sont exactement les mêmes en cas de claudication isolée. On a ici une angio IRM de l'aorte abdominale, donc vous voyez à quel point ces images sont précises et non opérateur dépendantes. Donc ici une aorte avec un calibre déjà augmenté, ici une diminution de calibre, et là une franche augmentation du calibre au niveau de la bifurcation avec les deux iliaques. Il s'agit donc d'un anévrisme aorto-biiliaque. Pour traiter ce patient, il faudra une endoprothèse aorto-biiliaque. Et en général, pour tous les patients, c'est ce traitement chirurgical qui est préconisé. On peut voir lors du même examen une atteinte périphérique des membres inférieurs, une atteinte des artères rénales, etc., etc.
Ici, il s'agit d'un scanner avec reconstruction 3D. Il ne s'agit pas du même patient, mais presque. On a des images peut-être un peu moins précises, mais qui sont assez spectaculaires. Par exemple, ici, de l'anévrisme de l'aorte abdominale. En conclusion, dans ce dossier, on a pu voir la prise en charge globale d'un patient polyathéromateux. Ici, on a choisi une atteinte des membres inférieurs et de l'aorte abdominale. On aurait très bien pu avoir une atteinte cérébrale, une atteinte cardiaque associée. Il ne faut pas oublier de dépister et de corriger tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Et enfin, ne pas oublier qu'une chirurgie d'un anévrisme de l'aorte abdo ou d'une dilatation d'une artère de membre inférieur doit s'accompagner d'une prise en charge médicamenteuse globale. Les items rencontrés, donc l'item 131, artériopathie oblitérante des membres inférieurs et anévrisme, item 129, facteurs de risque cardiovasculaire et prévention.